Ah, vous n'étiez peut-être pas là. Ok. C'est que les réseaux, je pense que les réseaux étaient là, les autres, je ne sais pas trop. On s'était arrêté sur les accords de défense. Ouais. Si on peut lire quelques pages, on va parler maintenant des bases militaires. Donc, si la loi de 1900 créant l'armée coloniale est abrogée en 1967, il n'a jamais été question de rapatrier complètement sur l'Hexagone des militaires français redevenus troupes de marine. La France a été la seule puissance coloniale européenne à maintenir des garnisons sur le sol de ses anciennes colonies. D'abord, présentes dans une dizaine de pays, les bases permanentes, en principe liées à l'existence d'un accord de défense, voient leur implantation progressive, voient leur implantation progressivement redéfinie et réduite. Toujours qualifiées de particulièrement précieuses pour les intérêts nationaux français, les bases militaires, après la fermeture des bases centrafricaines en 1998, étaient au nombre de 4 au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Gabon et à Djibouti. Au Tchad, l'impressionnant dispositif épervier, parce que là, ce n'est pas une base permanente, c'est une opération. C'est pour ça qu'on ne cite pas le Tchad parmi les pays qui abritaient les bases permanentes, des bases d'opération avancées comme celle du Gabon ou de Djibouti et autres, de Côte d'Ivoire. Donc, au Tchad, l'impressionnant dispositif épervier, environ 1100 hommes, n'a pas le statut officiel de base permanente, mais celui d'opération extérieure provisoire depuis 1986. Il est toutefois considéré comme l'équivalent d'une base permanente par les différents rapports parlementaires. En 2007, le 43e bataillon d'infanterie de marine, donc ce qu'on appelle le 43e BIMA, en Côte d'Ivoire, est passé du statut de base permanente à celui d'opération extérieure, donc OPEX. Et le principe de sa fermeture après les élections ivoiriennes a été acté en accord avec le président Gbagbo. Si les recommandations du dernier livre blanc de la défense sont suivies, une 3e base pourrait être fermée dans les années à venir. Compte tenu de la position stratégique occupée par celle de Djibouti, surveillance de la mer Rouge et du Golfe arabo-persique, il pourrait s'agir du Sénégal. Donc, vous comprenez déjà que voilà pourquoi je vous dis souvent que ce qui s'est passé il y a de cela 1 an ou 2 ans, c'était prévu dans le programme de la France, dans le rapport, par exemple, de Jean-Marie Bockel, depuis l'arrivée de Nicolas Sarkozy au pouvoir. Donc, quand on arrive, on vous dit que Idriss Déby a chassé l'armée française, Bassirou Diomaye Faye a chassé l'armée française, Ouattara a chassé l'armée, tout ça c'est des conneries. C'est comme ça qu'on flatte un peu les Africains, pour leur faire croire que les représentants de l'ordre néocolonial qui sont à la tête de leur pays sont en fait des souverainistes. Pourtant, rien de tout ça. Je disais que compte tenu de la position stratégique occupée par celle de Djibouti, donc, qui fait la surveillance, qui sert de position pour surveiller la mer Rouge et le Golfe arabo-persique, il pourrait s'agir là du Sénégal comme prochaine base à fermer. La forte présence militaire au Tchad ne devrait en revanche pas être diminuée, officiellement parce qu'elle représente un facteur de sécurité dans la région depuis 1986, selon le général Georges Lain, chef d'état-major des armées. Ni les innombrables victimes d'Hissène Habré et d'Idriss Déby, ni le peuple tchadien qui subit une situation de crise politico-militaire sans fin
ne s'en était pourtant rendu compte. Heureusement que les militaires français sont là pour le leur rappeler. Les effectifs des forces prépositionnées dans les bases permanentes sont passés de 12 500 en 1970 à environ 6 000 soldats en 2008. Donc vous vous rendez compte que plus de la moitié, ils ont diminué plus de la moitié déjà. On pourrait être tenté d'interpréter ces évolutions essentiellement liées à des motivations budgétaires. Voilà pourquoi je dis que c'était dans le rapport de Jean-Marie Bockel, parce que c'était lié à des motivations budgétaires. Mais le petit ouvrier dans les plantations françaises en Afrique, lui, il voit ça comme étant l'œuvre de son président souverainiste. Donc, on pourrait être tenté d'interpréter ces évolutions essentiellement liées à des motivations budgétaires, entre parenthèses, et politiques, dans le cas de la Côte d'Ivoire, comme un progressif désengagement militaire de la France en Afrique. Il n'en est rien pour plusieurs raisons. Oui, il n'en est rien. Ce n'est pas un désengagement progressif militaire de la France en Afrique. Ce n'est pas ça. Et le capitaine Ibrahim Traoré avait fait une sortie pour bien vous expliquer cette histoire-là. Parce que lui, ce qu'il a de différent des autres, c'est qu'il est bien informé. Il lit beaucoup. Tu sens que c'est quelqu'un qui passe le temps à lire les dossiers noirs de la politique africaine de la France, à s'informer, à chercher à comprendre tous les mécanismes. Ouais. À défaut de base permanente, d'autres accords militaires prévoient pour les forces françaises une liberté de transit et d'escale. Là, vous allez certainement entendre parler du Cameroun. Bon, on va arriver. Parce que je lis le livre en même moment avec vous. Ce n'est pas comme si j'avais lu ça avant. Donc, à défaut des bases permanentes, d'autres accords militaires prévoient pour les forces françaises une liberté de transit et d'escale, terrestre ou aérienne. Les troupes prépositionnées peuvent par ailleurs être renforcées par les forces dites de souveraineté. Au moins 10 000 hommes dans les DOM, en particulier par celles présentes à Mayotte et à La Réunion. Les forces armées de la zone sud de l'océan Indien, ce qu'on appelle les Fazoy ou Fasois en français, 32 000 hommes, jouent d'ailleurs officiellement depuis mai 2005 le même rôle qu'une base africaine. Depuis 2006-2007, 4 pôles militaires, chacun dirigé par un état-major interarmé régional et commandé par un général, ont été définis. 3 en Afrique, à Dakar, Libreville et Djibouti, plus 1 à La Réunion, chacun d'eux ayant compétence sur une zone correspondant à une institution sous-régionale africaine en matière de coopération militaire notamment. Il faut également ajouter quelques points d'appui militaire plus restreints et parfois plus discrets, ainsi que 5 000 soldats présents dans le cadre d'opérations extérieures de plus ou moins grande ampleur, donc comme l'opération Likon en Côte d'Ivoire, Boali en Centrafrique, UFOR au Tchad, etc. Ainsi qu'une présence maritime permanente dans le golfe de Guinée, dont opération Corimbe de surveillance des champs pétroliers. Je vous ai parlé de l'opération de la mission Corimbe le matin quand j'étais en direct. Et j'ai déjà plusieurs fois expliqué cette histoire, cette mission, cette opération, la mission Corimbe. La première fois que j'expliquais ça, les Africains avaient les bouches ouvertes. Pour eux, c'était comme un scandale. Ils se sont mis à appeler leurs frères partout que venez écouter ça. Que on est mort, on est enterré. Donc c'était comme ça. Alors qu'ils sont là tous les jours avec leur féticheur. Ils les racontent comment ils sont déjà devenus millionnaires, milliardaires. Alors que lui-même, il ne maîtrise rien sur la géopolitique en Afrique.
il ne maîtrise rien, je dis rien de rien. La réorganisation des bases permanentes ne traduit aucune volonté de désengagement, mais le passage d'une logique de garnison, d'une mission de présence à celle de relais et de point d'appui à des opérations de projection. Qu'elles soient aériennes ou navales, la lente diminution des effectifs permanents en Afrique depuis les années 1960 a en effet été en permanence compensée par une amélioration continue des capacités de projection. Donc, parlons du cantonnement à la projection alors, puisque nous venons de parler de la capacité de projection. L'idée d'une armée capable d'une projection rapide et lointaine, de manière à offrir une couverture à distance, remonte assez loin. En 1961, le général de Gaulle évoque la création au sein de l'armée d'une force faite pour agir à tout moment, n'importe où. Celle-ci est mise sur pied parallèlement à la transformation de l'ancienne armée coloniale au début des années 1960, au terme de corps expéditionnaire qui est trop connoté. On préfère celui de force d'intervention. Elle comprend 15 000 hommes en 1970 et est progressivement augmentée jusqu'à 25 000. Elle est essentiellement composée de parachutistes. En 1983, est créée une force d'action rapide comprenant un réservoir de 47 000 hommes, dont 3 divisions spécialisées sur l'outre-mer. L'opération Manta au Tchad, lors de la première guerre du Golfe, le nombre de militaires pouvant être mobilisés rapidement, alors que la France continue de mener d'autres opérations en Afrique, est jugé insuffisant. L'objectif d'un réservoir de 120 000 hommes est fixé pour pouvoir couvrir simultanément différents scénarios. Projection unique ou multiple, plus ou moins massive et plus ou moins lointaine, avec ou sans rotation des troupes mobilisant simultanément un total de 50 000 hommes. Le projet élaboré sous le gouvernement Juppé, plan Milon, a été repris dans ses grandes lignes par le gouvernement Jospin après les élections législatives de 1997. Le développement de l'armée des métiers s'inscrit dans ce cadre. Parallèlement, le principe de séjour long en Afrique, 2 ans accompagné de sa famille, qui était l'apanage des troupes de marine, a été remis en cause à la fin des années 90 au profit du système des unités tournantes entre guillemets en provenance de formations militaires très diverses pour des séjours courts de 4 à 6 mois. Cette rotation accélérée était justifiée par des raisons budgétaires, mais également par la volonté de former davantage de troupes à la projection. Si l'on continue de faire prioritairement appel aux troupes d'élite, troupes de marine et légions pour les opérations coup de poing en Afrique, c'est maintenant l'ensemble de l'armée française qui est organisée en fonction d'une vocation expéditionnaire. L'armée professionnelle a été enseignée à la France par les interventions militaires en Afrique. En 2002, les chiffres d'un réservoir de 98 000 hommes projetables étaient avancés, mais le livre blanc de 2008 a revu à la baisse les prétentions antérieures qui n'avaient de toute façon pas été atteintes, prenant acte du fait que les interventions unilatérales sont moins fréquentes que les interventions multilatérales. Le contrat opérationnel fixé à l'armée de terre sera de déployer 30 000 hommes à l'extérieur. Le chiffre de 50 000 hommes était fixé par le livre blanc de 1994, auquel s'ajouta une capacité de 10 000 hommes ayant vocation à intervenir sur le territoire national, ainsi qu'une réserve de 5 000 soldats. Il n'est donc nullement question de renoncer à une logique de projection. Il y a de notre influence dans le monde et de notre capacité à protéger nos éléments stratégiques, estimait le ministre de la Défense. Dans ce cadre, les interventions en Afrique ne sont pas remises en cause, mais englobées dans une politique impérialiste qui se veut plus vaste, avec l'ambition d'intervenir sur des axes géographiques prioritaires, dont le principal cours de l'Atlantique jusqu'à la mer d'Oman et à l'océan Indien, et à partir duquel
des extensions de présence vers l'Asie sont possibles. Une première base non africaine a d'ailleurs été négociée en 2008 à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, et officiellement inaugurée en 2009. Quand on parle de la base d'Abu Dhabi, cette base, aujourd'hui, est beaucoup impliquée dans les guerres qui se passent au Soudan et même au Sahel. Pour ceux qui ne savent pas, la base d'Abu Dhabi en Émirats arabes unis. C'est pour ça que vous allez comprendre que l'Émirat arabe uni est beaucoup plus impliqué dans la guerre du Soudan. Et aujourd'hui, ce qui se passe au Mali, ils sont aussi indexés. Parce que non seulement il y a une base qui avait été négociée à Abu Dhabi et qui a été officiellement inaugurée en 2009, mais il y a aussi une usine de fabrication d'armes de guerre aux Émirats arabes unis, une société française. Et la majorité des armes utilisées dans la guerre du Soudan par le général Daglo, celui qu'on appelle couramment Emeti, sont des armes de fabrication française venant des Émirats arabes unis. Oui. Non. Quand on parle de bases militaires et des opérations françaises en Afrique depuis 1990, je peux vous montrer la carte pour les illuminer, comme disait un ministre au Cameroun, qui ont l'habitude de dire que le Cameroun n'abrite pas une base militaire française. Je vais vous montrer la carte et vous allez me dire si le Cameroun se trouve sur la carte ou non. Voilà la carte. Voilà la carte. Regardez. Est-ce que vous voyez le nom de votre pays? Est-ce que vous voyez le nom de votre pays? Quoi, vous n'êtes plus avec moi? Oui, il y a Cameroun, 96-2007. Ok. Cameroun, 96-2007. Tu vois le trait qui est tiré là? Hein? Tu as dit quoi? Tu vois, il y a un trait noir au-dessus du Cameroun. C'est plus vers le Tchad, hein? Non, regarde, il y a un trait noir. Là où on a écrit Cameroun, il y a un trait noir au-dessus. Tu vois pas trait noir. Oui, je vois le trait, oui. C'est vers, on devrait dire la ville de Douala, non? Non, regardez bien la carte du Cameroun. C'est pas l'ouest. Non. Ça, c'est la zone anglophone, non? Tu ne vois pas bien. Ah oui, sud-ouest, c'est vrai. Ok. Le Bakassi se trouve où? Ben, pas loin non plus. Plus vers Bakassi le côté du Nigeria. Dans le sud-ouest ou le nord-ouest? Où il y a le pétrole. Ok. Donc, quand on met 96-2007, ça, c'est la durée d'une mission. Tu comprends? Ben, ça correspond... Attends. Non, 96-2007. Ça correspond pas à la période où le professeur Kamto géra le conflit Bakassi, en quelque sorte. Ça correspond à la période dont le professeur Kamto gérait le conflit Bakassi. C'est vrai. Tu as bien vu. Mais cette date, c'est aussi la date de durée d'une mission qui s'appelle l'opération Balata Aramis. Ok, si tu as un ordinateur, tu peux taper Balata Aramis et tu vas voir que ça avait commencé en 96 et ça s'est terminé en 2007. Donc, il y avait une base militaire française installée dans cette région-là pour une opération française sur le sol camerounais. Mais en dehors de ça, si tu bouges un peu le trait, en ce moment, ça va te ramener à Douala, mais on ne va plus mettre la date.
ce sera plutôt pour pointer la MISLOC, qui est une base logistique. Non, pour une mission logistique. Voilà. Par exemple, ici en Côte d'Ivoire, on parle depuis 2002. Pourquoi? Parce que c'était l'opération Licorne. On vous parle de Sierra Leone 97. Voilà. Golfe de Guinée, depuis 1990, ça c'est la mission Corimbe. Ici, Congo, de 97 à 98. Ça c'est pendant la guerre du Congo-Brazzaville, qui s'est déclenchée le 5 juin. Ici, on vous parle du Zaïre depuis 1991. Donc, j'ai une question. Tu as dit l'opération c'était Barada Akamis. Balata Aramis. Balada Aramis. Ah d'accord, ok. Non, Balata. Attends, je vais prendre mon ordinateur. Je vais te montrer. Les gens comme les François Penka, c'est comme ça que je leur ai donné cours sur la géostratégie. Après, ils sont partis dire qu'ils connaissent beaucoup. Ils n'ont pas le courage de dire que c'est moi qui leur avais enseigné. Et c'est comme ça qu'il venait s'asseoir. Je décortiquais comme je décortique là. Je lui montre, je lui donne les dates, je lui donne les liens, je lui donne l'événement et tout ça. Mais Kolo, il n'a pas bien assimilé ton cours. Hein. Ce qu'il montre là, ça veut dire qu'il n'a pas assimilé en fait. Est-ce que le cours, c'était le cours, ce n'était pas pour lui dire de choisir qui va soutenir, c'était juste de comprendre comment le Cameroun, comment la France-Afrique fonctionne. Mais il n'a pas compris comment ça fonctionne, Kolo, parce que lui là, il a choisi son bon nom, en fait, son président là. Il est pour la France-Afrique, il n'a pas compris. Mais ce n'est pas parce que tu as enseigné à quelqu'un comment la France-Afrique fonctionne que la personne n'aura pas la liberté de faire son choix. Il y a des gens qui préfèrent que le Cameroun reste sous l'influence de la France, mais ils font les débats tous les jours et vous êtes dans leur débat ils font les débats tous les jours pour dire comment il faut que le MS arrive au pouvoir, comment ils soutiennent Kanto à vie, comment machin. Mais en même temps, ce sont les gens qui disent que le Cameroun doit rester sous l'influence française à vie. Oui, c'est ce que Sport Plus et son ami Wandje ont toujours prêché. Donc, maintenant, qu'est-ce que tu vas dire? Voilà, c'est comme ça, il y a des gens comme ça. Tu as trouvé le nom là, Kolo? Attends, je vais de l'opération. Tu as trouvé? Non, je demande. Parce que quand je tape, on m'envoie vers Opération Barkhane. Non. Non, je vais te montrer. Ok. L'opération Aramis 96-2008 au Cameroun. Donc, parce que c'est en 2008 qu'ils vont partir complètement. On a mis 2007 là-bas, mais c'est en 2008 qu'ils partent complètement. C'était une mission militaire française de soutien au Cameroun. Donc, ça, c'est ce que l'intelligence artificielle peut déjà te donner. Visant à fournir assistance logistique, renseignements et formation à l'armée camerounaise lors du contentieux frontalier sur la péninsule de Bakassi contre le Nigeria. Elle impliquait environ 68 hommes
et des hélicoptères, principalement pour sécuriser la zone pétrolière du golfe de Guinée. C'est ce que je vous avais expliqué la dernière fois. Que la dernière fois, quand je lisais que les Français n'étaient pas là-bas parce qu'ils aimaient trop le Cameroun, c'était parce qu'ils devaient sécuriser leurs intérêts. Donc ça a commencé le 17 février 1996 et ça s'est terminé le 31 mai 2008. Donc, objectif soutien militaire dans le cadre des accords de défense France-Cameroun suite aux tensions sur la presqu'île de Bakassi. Action, aide au commandement, soutien logistique, renseignement, instruction, opération et évacuation sanitaire, moyens, déploiement de 2 hélicoptères Puma de la CAT, de la LAT et de commando parachutiste avec des bases à Douala et Yaoundé. Je vais vous montrer les images, vous allez voir à quoi les images ressemblaient. Contexte, cette aide a accompagné le Cameroun jusqu'à la résolution pacifique du conflit et la rétrocession de Bakassi par le Nigeria en août 2008. En ce moment, la mission venait de se terminer il y avait 2 mois. L'opération a également contribué à la surveillance des frontières et a inclus des actions médicales auprès des populations locales. Elle raconte les conneries. Bien. Maintenant, je vais vous montrer les images de l'opération Aramis, par exemple. Donc, quand on parle d'hélicoptère Puma, voilà à quoi ressemble un hélicoptère Puma. C'est ça là. Ce sont des hélicos d'attaque. Le Cameroun n'en possède même pas un. Je dis même pas un. Voilà. Je vais vous trouver les images de ces soldats-là. Donc, voilà. Voilà leur camp. Voilà leur camp qu'ils avaient conçu là-bas. Vous voyez, ça c'était le camp de l'armée française pour Balata Aramis, pour l'opération Aramis. Voilà le camp, comme vous voyez là. Donc, dans le magasin, dans l'usine du camp, voilà les hélicos pour moi, par exemple, stationnés. Voilà. Et comme c'est ça, comme vous voyez là. Tout ça, c'est le matériel français au Cameroun. Ils sont comme ça au Cameroun lors de cette opération-là. Ouais. Maintenant, il y a un endroit où ils étaient en photo avec les enfants là-bas. Je vais chercher ça. Donc, le logo est comme ça. Voilà le logo. Vous voyez? Miss Aramis, Cameroun. Donc, il y avait même les Miss Aramis pour l'opération. Voilà. Attends, reste un peu sur la photo là, Polo, s'il te plaît. L'autre photo de derrière. Je fais quoi? Non, voilà, celle du milieu là. Après Miss Aramis, il y a une photo là. Ouais. Là, on voit le visage d'un Africain avec un chapeau marqué Aramis. Mm-hmm. Donc, les autres, tu n'arrives pas à voir ce que c'est. Bon, pourquoi on met le Cameroun derrière sur le drapeau français? En gros, on a
Non, attends. C'est la troisième photo. La troisième. C'est quoi l'idéologie? Peut-être qu'on a un territoire de la France, on ne sait pas. Hein. Est-ce qu'on écrit derrière doigts là? Mais le Cameroun est une plantation de la France, non? Voilà. Par exemple, tu as ça là. Donc ça, c'est... Est-ce que c'est possible de mettre le dessin d'un pays en fond d'écran de l'emblème d'un autre pays? Là, c'est signe de domination, quoi. Donc, je peux te donner les noms des gens qui étaient là-bas comme chef de détachement. Donc, il y avait le chef de bataillon qui s'appelait Poirot Michel, du 4e régiment d'infanterie. Il était là du 18 février 1996 jusqu'au 1er avril 1996. Il y a eu le capitaine Attalin Eric, le lieutenant Ducroc Frédéric. Il y a eu le lieutenant Mollet Daniel, le lieutenant Off Étienne, le capitaine Attalin Eric encore, ainsi de suite. Il y a eu Osé Jean-Pierre, Picard William, Guélon Patrice, tous des capitaines, Gonzalez Alain, Vettori Bernard, Rech Hugues, Lalanne Christophe, Mevel Pierre-Yves, Wojciechowicz Massa. C'est sûr que c'est le nom d'un Croate ou d'un Tchèque. Il y a eu le capitaine Bélot Damien, tout ça. Donc, voilà. Les voilà, je vais vous montrer en photo. Les voilà au Cameroun, les colons qui viennent défendre leurs intérêts. Après, on va vous raconter que le Cameroun il n'y a jamais eu d'intervention française au Cameroun. Que le Cameroun n'est pas dans ça. Hein? J'ai trouvé tes photos là, j'ai trouvé l'opération. Oui, que non, le Cameroun ne fait pas dans les choses là. La France n'a jamais intervenu au Cameroun. Le Cameroun est monté. Voilà l'hélico Puma avec les populations du sud-ouest versées à côté. Ouais. Voilà l'avion, le cargo militaire qui était venu décharger. Ça. Voilà là où il vivait. Voilà le quartier général, leur belle maison. Ouais. C'est ça leur belle maison. Et tu as ici le cycle dont tu cherchais à savoir. Donc, c'est un hélicoptère derrière. Oui, un hélicoptère derrière, avec ici un homme avec un chapeau. On a écrit sur sa doigt là. Donc, voilà le colon qui a rassemblé les enfants, les petits Camerounais. Il entoure, comme ça s'était passé au Mali en 2012. Donc, il est là comme ça. On le voit comme le sauveur blanc est venu libérer le Cameroun. C'est ça. Hein? Les petits enfants sont remplis là. Pourquoi c'est que les garçons? Il n'y a pas les filles là-bas. Celle à côté là, c'est une fille. Celle avec comme la robe là. Là où il y a le petit garçon là, c'est une fille là. C'est ici. C'est que c'est un zone anglophone. C'est une fille. Voici une fille, 2 filles, 3 filles. Et même celle devant au premier rang ici, c'est un garçon. Ah oui. Ouais. Celle-ci aussi, c'est une fille. Donc, je vois, il y a au moins 4 filles. Oui. Oui. Donc, pourquoi sont tous congolais? Soit c'est un orphelinat. Non, avant c'était comme ça la coiffure. Hein. C'est maintenant qu'on a. Ils ne sont pas congolais bons. Ils ne sont pas congolais bons. Ils ont leurs cheveux. Oui, mais c'est même les filles, elles ont pas congolais bons, elles ont la boule quoi. Les petits afros. Les cheveux courts, oui, mais avant on coupait ça. Les filles en zone anglophone étaient toujours comme ça. Oui, toujours comme ça, même pour aller à l'école. Ce n'était pas permis de se tresser, juste les cheveux très courts. Ce qui est sûr, c'est que quand vous voyez une image comme celle-ci là, pour l'instant c'est une image. Mais ce qui est sûr, c'est que l'histoire derrière cette image, elle peut être choquante. Parce que à la fin, vous allez découvrir qu'une bonne majorité de ces enfants ont été abusés. Je vais poser la question que pourquoi il n'y a que des garçons, mais il dit qu'il y a les filles dedans. C'est ça que je savais pourquoi poser la question. Voilà les colons. Ils se filmaient à côté de leur hélico, très contents d'être au Cameroun. Ils étaient dans une zone où ils pouvaient s'amuser avec les enfants comme ils voulaient. Après, on va vous dire qu'ils étaient là.
Est-ce que je peux un peu revenir sur la photo des gamins là? Voilà. Est-ce que les enfants là ressemblent aux enfants qui ont des parents? Moi, je dirais plus des enfants de l'orphelinat. Hein. Après, on va vous dire qu'ils venaient sauver le Cameroun. Voilà. Donc, voilà l'histoire du pays. Vous ne savez pas. Nous, on va vous informer. Ok, tu dis que revient sur la photo des enfants? Oui. Et les voilà. Tu dis quoi? Là, on dirait pas. En fait, quand je vois la mine des gamins, on dirait des enfants de l'orphelinat. Quand je vois la mine. Peut-être pas, je sais pas. C'est les enfants des familles pauvres, non, Justice? Est-ce que c'est les enfants des riches qui viennent dans les trucs comme ça? Je vois aussi. On n'a pas dit que c'était un orphelinat. On a juste dit accueil des équipages par les enfants d'un village au centre saison des pluies et machin. Et Ah, d'accord. Le village. Voilà, donc c'est ça la mission dans l'opération Aramis, Balata Aramis, qui a eu lieu au Cameroun, comme j'étais en train de lire, pour ceux qui ne savent pas. Ah bon, la mission là a pris fin en 2008, d'après ce que j'ai trouvé sur les réseaux. Je t'ai dit que ça a pris fin au mois de mai 2008. Donc, ok. Et juste 2 mois avant qu'on ne finalise en tout cas, le conflit de Bakassi. Donc, en ce qui concerne la documentation, quoi. Colo, la date 96-2007 là, ça te refait par France quelque chose? C'est la fin du chiracisme. Parce que en 2007, Sarkozy prend le pouvoir. Oui, et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on lance les émeutes de 2008 au mois de février, ces gens sont encore au Cameroun. Et l'hélicoptère Puma que je vous viens de vous montrer là a été utilisé pour massacrer les Camerounais lors des émeutes. Est-ce que vous comprenez? Ouais. On comprend. Les témoins disent que lors des émeutes de 2008, l'hélico qui tirait sur les gens, sur le pont du Vouri et autres, à l'intérieur, celui qui pilotait cet hélico était un blanc. Donc, c'était à coup sûr les capitaines qui étaient là pour l'opération Aramis. Puisqu'ils quittent le Cameroun au mois de mai, après 2008, après tous ces troubles-là. Ouais, c'est ça la France-Afrique. C'est la face cachée que les gens ne comprennent pas souvent. Mais ce qui est bizarre, hein, ils partent en 2008. Un an plus tard, Boko Haram apparaît. Seigneur, on a des parasites là-bas. Ouais. J'avais parlé de cette opération lors d'une échange avec le féticheur. Comme il ne connaît rien de rien, il était en train de raconter que le Cameroun n'est pas comme les autres pays. Paul Biya n'a jamais, l'armée française n'est jamais venue au Cameroun parce que Paul Biya ne peut pas accepter. Il n'y a jamais eu une opération au Cameroun. Le Cameroun n'a jamais abrité une base française. Le Cameroun n'a jamais fait ceci. Je lui ai dit que, mais regarde comment tu es ridicule. Qu'est-ce que tu racontes même? Tu racontes quoi? C'est là où je lui ai sorti l'opération Aramis, par exemple. Il dit quoi? J'ai dit opération Aramis. Il bégaye, il gueule, il court, il part taper sur Google. Ça lui sort le titre là. Cameroun du 18 février 96 au 7 décembre 2000. Il vient me dire que non,
Hein? Il parle même d'un truc qui était seulement de 4 ans. C'était fini en 2000. Je lui ai dit que tu vois, quand tu ne connais rien, c'est comme ça. On t'informe, tu cours sur Google pour venir faire comme si tu connaissais. C'est parce que tu es arrivé rapidement sur Google, tu as lu 7 décembre 2000 que tu te dis que c'était fini en 2000. Mais je viens de te dire que l'opération était allée jusqu'au mois de mai 2008. Et il dit non, c'est faux, tu mens, machin. Est-ce qu'elle a déjà accepté quoi? C'est que le petit féticheur là, les gens ont raison de dire que c'est moi qui lui ai donné toutes les armes qu'il a aujourd'hui pour frapper sur les gens. Parce qu'en réalité, au départ, il ne connaissait rien. Comme ça, dans les débats, c'est pour ça que j'aime m'arrêter les histoires de débats là. Dans les débats, c'est toujours moi qui donnais les informations. Et les Africains prenaient ça pour aller gonfler. Faire les intelligents, les intellectuels. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça que chaque fois que je lui donne une information, il prend le bic, il écrit. Après, il part, je le retrouve ailleurs en train de jouer l'intellectuel avec. D'expliquer ça. Je lançais l'évangile. Dessus. Ouais. Bon. Je voulais lire les 50 ans d'intervention militaire, mais je vois les gens ne sont pas trop intéressés par ça. Tout à l'heure, quand je lisais, il y avait même... Tout à l'heure, quand je lisais, il y avait même quand même 20 personnes. Maintenant, là, c'est comme si je les ai encore seulement fatigués. Non, excusez. Nous, on est là, non. Nous, on est là. On t'écoute. Non, tu sais qu'on est... Ça m'a pris quand même du temps pour comprendre que ce que je faisais, peut-être, c'était pour quelques abonnés. Mais non, tu ne peux pas dire ça, parce que je ne te mens pas. Hein. Tu peux demander à Ballistique. Chaque fois que je suis en live maintenant, je parle de ce qu'on fait et beaucoup de gens sont intéressés par ça. Je ne manque pas. Tu peux demander même à Hybride. Ne crois pas que quand toi tu nous parles ici, nous on ne transfère pas le message là quand on est dans d'autres lives. Et je peux te dire que les gens se posent beaucoup de questions et comprennent que finalement tout le monde voit que c'est toi qui as raison dans toute cette révolution. Si je ne pas, tu peux demander à Ballistique. Je ne me suis jamais retrouvée quelque part où j'ai parlé de toi et de ce qu'on fait et les projets qu'on a à faire. Tout le monde est intéressé et trouve que ça peut vraiment marcher. Il ne faut pas que tu vois ça comme ça. Parce que les gens voient que de l'autre côté, il n'y a plus rien. Ils voient bien que ce qui se passe, ça ne va pas continuer. Si on veut faire changer les choses, on peut pas utiliser les mêmes armes. Il faudrait qu'on fasse les choses différemment. Que ça devienne beaucoup plus sérieux. Tu te rappelles la dernière fois que tu m'avais dit ça? Tu avais fini par m'inviter à un direct de 24 chronos qui devait avoir lieu au devait. Colo, laisse seulement. Je n'étais même plus. Est-ce que tu m'as vu? J'étais même encore appelé. Quand j'ai vu seulement comment ça tourne, j'ai laissé non. Toi-même, tu as vu que je n'étais même plus bipé. J'ai laissé dire, c'est pas ce que nous on avait prévu, Colo. Mais c'est pas grave. Ça va, à un moment, ça va tourner. Tu vas voir. Non, c'est vrai. C'est pour ça que je n'ai même pas insisté sur toi. Tu as vu que j'ai pas insisté. J'ai dit que mais c'est pas ce qu'on avait prévu. Tu me connais avec la vérité, non? Je te dis que, comme je t'avais dit que les gens là ne vont jamais revenir en arrière, je te dis que tes gens là ne peuvent pas faire ce que tu dis là. Ils ne peuvent pas. Ouais. C'est moi qui te dis, ils ne peuvent pas. Retiens comme ça aujourd'hui. Tu vas revenir me dire ça dans un an que Colo, mais toi là, tu fais comment? Ils ne peuvent pas. Ouais. Tu peux aller parler de que le colonel fait ceci, et on dit que c'est bien, mais ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce que s'ils se mettent à me suivre dans ce que je fais là, leur marché, ils perdent leur marché. Est-ce qu'on est là alors pour nous-mêmes? On est là pour... Ils vont perdre leur marché directement. Oh, it's crazy. Like, come on. C'est un public à satisfaire aussi. Exactement. Ballistique dit qu'il est là-haut. Voilà. Donc, OK. Parlons des 50 ans d'intervention militaire française en Afrique. Je vais te donner un peu de travail, justice. Chaque fois qu'on va noter une mission, tu vas aller faire une petite recherche sur la mission là. En un paragraphe, tu peux informer les gens là-dessus. Donc. D'accord. Il est facile de constater
qu'en dépit de promesses récurrentes, l'ingérence militaire française en Afrique n'a jamais cessé. La liste des interventions donne un premier aperçu d'une certaine continuité en la matière. Et si vous croyez qu'en 2026, ça s'est arrêté parce que les gens avaient dit que le Tchad a dit ceci, le Sénégal a chassé, les Ivoiriens ont fait ceci. Mais dites-moi ce qui s'est passé quand il y a eu tentative de coup d'État au Bénin récemment. C'était une intervention. La baguette est intervenue. La baguette magique. Donc, ces interventions sont menées sous des prétextes assez peu variés. Ils vont vous parler du respect des accords de défense qui n'existent pas toujours. Mais plus souvent, la protection des ressortissants français ou la Libye humanitaire, voire le maintien de la stabilité, entre guillemets, face au risque de chaos, quand bien même la stabilisation d'une dictature prédatrice comme celle de Yaoundé par l'armée française est précisément le facteur principal de chaos social et politique. Les ressortissants que l'on prétend protéger ne sont pas toujours dupes et il leur est arrivé au Tchad ou en Côte d'Ivoire de dénoncer les interventions françaises comme renforçant l'insécurité de leur propre situation en raison du climat anti-français qu'elles contribuent à alimenter. L'argument humanitaire, enfin, visant à éviter des bains de sang, entre guillemets, ou à sécuriser des populations civiles, peut permettre d'aider l'un ou l'autre camp, tout en affichant une apparente neutralité, comme ce fut par exemple le cas en 92 pour sauver la mise à la dictature djiboutienne. Voici un bref récapitulatif des interventions militaires françaises en Afrique post-extérieure à 1960, obtenues par croisement de différentes sources. Il n'est pas exhaustif. Donc, la liste n'est pas exhaustive. Certaines opérations sont restées clandestines, ou plutôt clandestines, puisqu'il s'agit d'une opération. Donc, certaines opérations sont restées clandestines. Par ailleurs, les opérations secondaires, parfois mentionnées dans certaines chronologies, n'ont pas été retenues ici en l'absence d'informations précises. On s'est parfois contenté de signaler les motifs officiels, faute de sources alternatives, mais ceci sert fréquemment de paravent à des objectifs tenus secrets, dont quelques-uns sont signalés ici. Les opérations postérieures à 1990, les plus importantes, sont détaillées dans les chapitres qui suivent. Commençons d'abord par la première opération. De 1957 à 1971, c'était au Cameroun. Il y a eu une répression des maquis des indépendantistes de l'UPC. Ça, c'est pas la peine de faire une recherche dessus. Nous avons parlé de ça de long en large ici. Il y a eu, entre 1960 et 1962, au Gabon, au Congo, au Tchad et en Mauritanie, des interventions anti-émeutes. On peut laisser ça de côté. En 1961, en Tunisie, il y a eu une intervention pour le maintien de la base militaire française de Bizerte. On peut laisser passer. En 1962, au Sénégal, il y a eu l'opération de maintien de l'ordre à la suite d'une prétendue tentative de renversement du président Senghor par Mamadou Dia. C'est une information on peut laisser passer. En 1963, au Niger, répression d'une révolte militaire. Ok. Voilà ton premier boulot. Qu'est-ce qui s'est passé en 1963 au Niger? Pourquoi est-ce qu'il y avait une répression d'une révolte militaire? Je sais, oui, c'est à toi que je pose la question. Oui, la question, je peux redire. J'ai dit, je te donne les mots-clés. 1963, Niger, répression d'une révolte militaire. Tape ça comme mot-clé sur ton ordinateur. Tu vas avoir rapidement même un paragraphe sur Wikipédia ou sur l'intelligence artificielle.
Répression de quoi? D'une révolte militaire. Voilà. En 1963, le Niger a effectivement connu des tensions internes et des épisodes de répression, bien que le terme de révolte militaire soit souvent associé au soubresaut de la jeune armée nigérienne de l'époque. Contexte 1963. Le régime de Hamani Diori faisait face à plusieurs défis. Désorganisation de l'armée, répression politique, milice du parti. Confusion possible. Il est important de ne pas confondre ces événements avec la rébellion Touareg de 1963 à 64, Al-Felaga, qui se déroulait au Mali voisin. Par ailleurs, 1963 fut également l'année d'une crise frontalière tendue avec le Dahomey, actuel Bénin, concernant l'île de l'Été qui a entraîné des expulsions massives et une fermeture des frontières. Ok, merci. Donc, pour les Africains qui nous suivent, on ne sait jamais. Quand je me suis arrêté sur 1963 et la répression militaire au Niger, pourquoi? Parce qu'au Niger, il y avait un président qui s'appelait Hamani Diori. C'était un souverainiste. Oui. Le jour qu'il lui avait traversé l'idée de renégocier le prix de l'uranium, la France avait décidé de le déposer. Donc, c'est ce qui s'est passé au Niger en 1963. Il avait dû faire face à des tensions internes et régionales importantes. Donc, on te dit des tensions internes et régionales. C'est-à-dire, comme d'habitude, on monte les autres sous-préfets qui sont dans les pays voisins pour le vilipender, le rendre impopulaire et le renverser. Donc, bien que la révolte militaire au sens strict du terme, donc coup d'État, ne se soit pas produite cette année, parce que le premier coup d'État avait eu lieu en 1974. Donc, en 1963, la répression a plutôt concerné des troubles liés à une rébellion touareg naissante et à des tensions frontalières gérées par le régime en place avec le soutien des milices locales et l'armement du parti unique. Donc, les points clés concernant le contexte de sécurité en 1963, c'est que une première rébellion touareg, souvent appelée Al-Felaga, éclate dans la région, principalement au Mali, mais avec des échos et des tensions au Niger. Le régime de Hamani Diori, comme ses voisins, adopte une position ferme face à ce qu'il considère comme une menace pour la souveraineté de la jeune République. Réaction du régime et renforcement de la sécurité. Pour réprimer ces tentatives de déstabilisation, le gouvernement a renforcé la sécurité intérieure. Des instructeurs ont été formés à Niamey et dépêchés dans les campagnes. Donc, à l'époque, il y avait un parti unique qui s'appelle le RDA. En décembre 1963, des armes, par exemple, des fusils de masse 36. Je ne sais pas si quelqu'un a regardé le film Terminator aussi. Dans Terminator, la masse 36, c'est l'arme que Arnold Schwarzenegger arrête en main quand il est sur la moto. C'est ça qu'on appelle Max 36, c'est une arme lourde. Donc les fusils Max 36 ont été fournis notamment par la France pour armer les milices du parti RDA afin de garantir la sécurité politique et de réprimer toute rébellion potentielle.
comme ça a été le cas au Cameroun, avec les 50 millions de francs qu'on avait remis